Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et d'ailleurs, le sujet qu'on aborde tout de suite, dans quelques instants, c'est bien un sujet qui n'est pas connu de tous, le même, cette contre-culture numérique de droite qui est en cours. On en parle avec nos deux invités, mais d'abord mon partenaire du jour. Bonjour Valentin. Bonjour Clémence. Valentin Schirmer. Oui, rédacteur toujours. en chef de l'Étudiant Libre. Vous n'avez pas changé d'identité ce Non, week-end? ça va, je ne suis pas changé ni de nom de famille, ni de Y genre. a-t-il du nouveau du côté de l'Étudiant Libre? On a un numéro sur l'argent qui est en préparation. L'argent Oui, ça va être un vaste sujet en janvier. Et puis le numéro sur la famille est toujours disponible si vous voulez oui, vous pour le les procurer. fêtes de Noël, il C'est faut ça. se le procurer. Merci beaucoup Valentin, on se tourne tous les deux vers nos invités. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Et donc pour notre vue de haut aujourd'hui, nous allons parler du mème, le mème. Parlez-vous le même, une contre-culture numérique de droite, c'est le livre proposé à la Nouvelle Librairie par Anne Tremblay et Paul Frampin. Bonjour Anne Tremblay. Bonjour Clémence, bonjour Valentin. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc co-auteur de ce livre, illustratrice. Vous pratiquez le dessin, le voyage, et vous dites que vous avez aussi poursuivi vos tribulations, vos voyages sur Internet pendant la période Covid, évidemment, hein, les voyages étant impossibles. Sur l'Internet incorrect, on va parler de cet Internet incorrect dans quelques instants. Et nous sommes également avec Paul Frampin. Bonjour. Bonjour Clémence, bonjour Valentin. Vous étudiez l'histoire, la politique et vous êtes porté par la liberté d'expression et par un humour, dites-vous, borderline. Et vous fréquentez également assidûment les bas-fonds d'Internet, notamment ces forums anglo-saxons et francophones. Vous allez nous raconter ce qui s'y passe dans ces bas-fonds. Et c'est bien tout le sujet de votre livre, hein. Parlez-vous le même et vous présentez pour tous nos auditeurs, ceux qui ne savent pas encore ce que c'est que le même, cette nouvelle contre-culture qui se lance et qui est aussi l'image d'une nouvelle génération de droite qui s'assume, et c'est ça aussi qui est très intéressant. Mais d'abord, avant de commencer à aborder le fond de votre livre, je voudrais que vous nous expliquiez ce que c'est que le même, Anne Tremblay. Oui, eh bien un mème, donc qui s'écrit avec un accent grave au lieu de l'accent circonflexe. Donc M-E, accent grave, M-E. Tout à fait. En fait, c'est un néologisme qui est couramment employé, que vous entendrez souvent sur Internet, mais qui date, dont la création est antérieure à Internet, puisque ce mot a été créé par le généticien Richard Dawkins en 1976, et il en parle dans son livre Le gène égoïste. Il fait l'association entre le mot gène, tout élément qui se trouve sur les chromosomes et qui se transmet de manière héréditaire, et le mot grec mimésis, qui veut dire imitation. Donc pour Dawkins, un mème, c'est un élément, la plupart du temps de langage, qui se transmet et se répète d'un individu à l'autre. Donc pour citer quelques exemples pour que ce soit peut-être un petit peu plus parlant, pour Dawkins, un mème, c'est par exemple un aphorisme, un proverbe, tout ce qui est chanson de geste, poème épique. Mais c'est vrai que là, on n'entend pas des poèmes épiques tous les jours. Donc un exemple qui est peut-être un peu plus parlant, c'est, vous savez, dans les familles, ces mots ou ces termes, ces expressions qui sont complètement propres à cette petite tribu et qu'on utilise quand on est enfant, on se rend compte en grandissant qu'en fait ça n'est pas dans le langage courant, ça n'existe pas dans le dictionnaire, voilà. Ça sent le vécu, Anne Tremblay. Ah oui. Tout à fait. Et voilà, donc transmission, imitation, répétition. Et dans sa version 2.0, dans sa version du 21e siècle, un mème, c'est donc ça, sauf qu'il y a deux variables. La première, c'est que la transmission n'est plus tout à fait orale, elle est entièrement sur Internet, à base d'images, de vidéos, de sons, de paroles. Et la deuxième variable est la composante de l'humour. Puisque un créateur de mème a cette volonté de faire rire et d'entrer dans le comique. Alors, ce qui est intéressant, d'après ce que vous nous expliquez, finalement, c'est qu'on reste dans ce schéma de la cellule familiale. Ici, on passe à une autre cellule, finalement, mais c'est une cellule de jeunes qui se retrouvent au moins dans certaines idées et qui décident donc d'affirmer cette prise d'idéologie sur Internet. Paul Frampin, vous qui fréquentez les bas-fonds d'Internet, comme vous dites, c'est vraiment ce que vous avez ressenti aussi, c'est peut-être la revendication d'une identité aussi d'une certaine jeunesse qui s'assume aujourd'hui.
Tout à fait. Et je trouve que sur les réseaux sociaux comme les forums publics, on a cette idée vraiment à la romaine du lieu de débat Mm. avec des gens différents, des origines, des fonds culturels variés. Et c'est ce que moi j'apprécie aussi en fréquentant ces différents réseaux et ces différents forums, même si les débats sont parfois un peu puérils ou alors les emplois un peu inutiles. On est libre de pouvoir s'exprimer, on est libre de pouvoir échanger, on est libre de pouvoir aborder des termes qui sont larges et variés, notamment grâce à ces mots un peu humoristiques, un peu sarcastiques. Et cet anonymat aidant, ça a permis énormément de délier les langues d'une jeunesse qui n'arrivait peut-être plus à mettre des mots ou des concepts sur des choses parfois un peu vieilles ou alors sur des ressentis historiques. Et ça a permis donc de construire vraiment un langage qui est très fleuri, très varié Mm. et que nous, on a souhaité vraiment retranscrire car il est parfois assez déroutant pour des personnes qui ne sont pas initiées. Oui, tout à fait. Valentin. Oui, alors c'est vrai qu'il y a une dimension extrêmement générationnelle dans ce livre, mais le livre commence par par une citation d'une chanson de Brassens, donc il est quand même accessible à tout le monde. Mais c'est vrai que il y a cette dimension très générationnelle. Je pense qu'il faut faire quand même une mise au point sur un mot qui est très souvent répété, qui est peut-être l'un des plus célèbres aujourd'hui, que vous abordez dans le livre, qui est le mot de boomer. Alors, s'il vous plaît, chers auditeurs, ne quittez pas tout de suite cette station. Il faut vraiment expliquer que... donc, vous expliquez bien que c'est une notion générationnelle qui, en fait, la génération qui a connu mai 68 et même encore un peu après, en gros, celle qui a bénéficié des conditions économiques des 30 Glorieuses, mais il y a aussi une dimension extrêmement... C'est un état d'esprit, en fait, le boomer. C'est celui qui chérissait la liberté quand il est jeune et qui, aujourd'hui, veut enfermer les jeunes avec le confinement pour se protéger du virus. Donc, il faut vraiment préciser que c'est un état d'esprit et non pas seulement un facteur générationnel. Donc, tous les gens de cette génération ne sont pas concernés par cette dénomination du boomer. Est-ce qu'on est d'accord, Anne Tremblay ? Ah oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Il y a même des gens de notre génération qu'on peut appeler boomers. Voilà, c'est vraiment un état d'esprit, plutôt d'ailleurs relativement fermé d'esprit, et qui a cette notion, c'est vrai, de retour vers le passé, de tout le temps réfléchir à ce qui s'est passé avant et de beaucoup fustiger ce qui se passe à l'heure actuelle en répétant inlassablement c'était mieux avant, quoi. Mm. Alors, ce qui est très intéressant dans ce phénomène des mèmes, que moi-même je ne connaissais pas, faut dire, enfin je connaissais pas cette expression de mème. Clémence est la plus jeune boomer de France. Voilà, non mais faut, ouais, c'est ça, je vais avoir un cerveau un peu récalcitrant sur certains points, il faut le dire. Alors, je vais te donner quelques mots d'abord de ces mèmes pour donner des idées à nos auditeurs. Hein. Alt-right, based, boomer, bon ça c'est celui-ci est assez connu, bromance, Chad, chance pour la France, et on va y revenir, cheese pizza, cuck, Degen, Deus Vult, Did Nothing Wrong, Femboy. Alors, il y en a un autre que j'aime beaucoup. Alors, vous avez le mal alpha, mal bêta, tout ça. On précise simplement que c'est une culture qui vient essentiellement de réseaux américains et donc les anglicismes sont un peu forcés quand on parle de cette culture Internet. Évidemment, là, c'est douloureux dans la radio qui défend la francophonie d'aborder tous ces mots. En même temps, ça fait partie de notre combat. Vous allez comprendre pourquoi, chers auditeurs. On va y revenir. Alors, vous avez toutes les pilules, hein, red pill, blue pill, black pill, etc. La sexualité homosexuelle, homisexuelle. Voilà, vous allez très loin. Et alors, j'en ai un que... Alors, chance pour la France, j'en ai parlé. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est les supporters anglais. Et en fait, c'est ce phénomène-là dont je voudrais parler. Donc, en fait, on se rend compte qu'en effet, souvent, les mèmes viennent de mots anglais qui ont été modifiés pour changer le sens ou le mélanger avec un autre mot. Ou alors, ce qui est vraiment drôle aussi, c'est cette reprise de mots, d'expressions qui ont été utilisés par la doxa, on va dire, des mots, des expressions devenues des expressions valises, qui en fait, on l'avait bien compris, ne signifiaient déjà rien au départ. C'est-à-dire que quand on nous a dit, un supporter anglais, évidemment, fait référence à la finale de la Ligue des Champions qui opposait le Real Madrid à Liverpool. Et puis, on avait vu notre cher Darmanin nous expliquer que c'était des supporters anglais qui avaient créé le chaos. Et voilà, donc ce mot est devenu aujourd'hui... Donc, en fait, on se moque tous les jours de Gérald Darmanin en expliquant, voilà, aujourd'hui, des supporters anglais, donc
comprenaient des chances pour la France, autres même ont créé le chaos ailleurs. Et cette reprise en fait de mots valises qui étaient déjà des mots mensonges du gouvernement avant, ça je trouve ça très intéressant parce que finalement c'est ça aussi la contre-culture, c'est vraiment se réapproprier un discours de mensonge et faire comprendre dans sa façon de s'exprimer tous les jours qu'on a bien compris qu'il y avait un mensonge derrière et finalement réhabiliter petit à petit la vérité. Anne Tremblay et Paul Franpin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, allez, c'est tout à fait ça. Ouais, j'y vais. Allez-y. Non, mais c'est vrai que c'est très très rafraîchissant de pouvoir se réapproprier des termes qui sont martelés et qui veulent tout et rien dire. Par exemple, oui, c'est vrai que ces deux-là, donc Chance pour la France et Supporters anglais, sont vraiment vraiment appréciables et rafraîchissants parce que pour le coup, La Chance pour la France, c'est une reprise donc d'un livre de Bernard Stasi dont le titre est L'immigration, une chance pour la France, dans lequel il nous explique en long, en large et en travers pourquoi l'immigration est une chance pour notre pays, d'un point de vue économique, culturel, et en fait, se permettre de récupérer ça, de le prendre, de le remanier, d'en faire du second degré, voire du troisième, du quatrième, c'est quelque chose en fait qui est très très courant en fait sur Internet et qui permet de s'amuser tout en se moquant en fait des personnes qu'on singe, si je puis dire. Paul Franpin. Alors, je laisse toujours l'honneur à ma chère co-autrice de commencer, mais pour ajouter, je dirais, la petite pointe de sel à ce qui a été dit, c'est que ces mots vraiment ont été une nécessité de penser des phénomènes nouveaux. C'est-à-dire, on avait de la censure, des non-dits, des phénomènes qui étaient cachés, que ce soit par le gouvernement ou nos citoyens ne voulaient pas voir. Et ils permettent d'illustrer parfois de manière très manichéenne, parce que c'est le but d'être très choquant, très excessif, très, je dirais, saisissant, pour montrer des phénomènes. Et donc, on a un vrai retour du réel. On entend très souvent ce mot retour du réel chez les gens de droite. On en a besoin à travers ce vocabulaire d'être cru, mais sans être vulgaire. Et voilà, d'être dans l'inventivité, dans les petites découvertes du quotidien. Et on cherche vraiment à présenter tous ces mots qui viennent titiller la pensée dominante, qui viennent embêter la doxa. Et on remue, voilà, cette fadeur culturelle et la fadeur intellectuelle qu'on a aujourd'hui avec des petits mots venant du monde anglo-saxon ou alors très situationnel, voilà, comme pour Supporters anglais. Valentin. Oui, Internet est un monde qui vraiment met un point d'honneur à faire revenir le symbole. C'est vraiment, quand vous parlez de chance pour la France, par exemple, c'est vraiment l'idée de dire des choses qui sont bien supérieures aux mots. Et par exemple, on a aussi des figures très violentes. On a des retours à la mythologie, par exemple, la figure du golem, qui trouve donc son origine dans la mythologie juive. On va laisser vous l'expliquer, mais on voit vraiment qu'il y a une volonté de faire revenir l'imaginaire dans un monde aussi qui peut-être à l'extérieur est beaucoup plus fade qu'avant. Paul Franpin. Alors, le choix du golem, c'est vraiment un choix purement français déjà. Je tiens à le préciser, ça vient pas du tout d'anglo-saxon, ça vient de jeuxvideo.com, donc c'est vraiment, on peut être fier cocorico de cette création. Et en fait, les personnes qui emploient le mot golem sont inspirées de la mythologie juive où le golem était créé en fait à partir d'argile et vivait sans conscience et sans essence pure. Il était dirigé par un maître et tué par son maître. Et nous, on a voulu un peu, illustrer le golem avec la crise Covid où on avait des boomers pour la plupart, qu'ils soient âgés ou mentaux, parce que ça c'est aussi quelque chose qu'on utilise, on dit souvent boomer mental pour dire qu'on est déjà dans une optique d'une personne de 70-80 ans. Et qui mettaient des frites sur leur tête à la terrasse du bar pour garder la distanciation sociale. Et nous, voilà, c'était vraiment l'image qu'on avait du golem, pas de conscience, pas d'essence, et ça agissait juste sur ordre de ceux qui nous dirigeaient sans jamais se poser une once de réflexion à ce qu'ils étaient en train de faire ou de vivre. Allez, on continue de parler du même, cette contre-culture numérique de droite. C'est un livre de nouvelles éditions proposé par Anne Tremblay et Paul Franpin, mais il est 9h pile sur Ligne droite et c'est l'heure de faire un rapide point sur les informations avec Corentin Perini. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut.
Parlez-vous le même, qui est un livre aux éditions La Nouvelle Librairie. Nous sommes toujours avec Anne Tremblay, co-auteure de ce livre, illustratrice. Elle a illustré en effet de nombreux mèmes avec beaucoup de talent, il faut le dire. Anne, c'est vraiment très très joli ce que vous avez fait. Avec toujours beaucoup d'humour, parce que c'est ça aussi le principe de ce livre, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'humour. Vous parliez du fait que ce soit rafraîchissant. Oui, c'est vraiment rafraîchissant à lire et à constater également cette nouvelle jeunesse de droite qui s'assume et qui a de l'humour. Et nous sommes également donc avec Paul Frampin, également co-auteur, et vous dites grand connaisseur des bas-fonds d'Internet. Voilà, tout un programme. Et nous sommes toujours avec Valentin Chameur, rédacteur en chef de l'Étudiant Libre. Alors voilà, des étudiants qui parlent aux étudiants. Oui, un étudiant qui a arrêté ses études, mais enfin, c'est pas grave. Donc, non, mais ce qui m'a intéressé, c'est que oui, on a oublié de dire effectivement que le livre est très largement illustré et que ça pose une question qui est très souvent abordée à droite, qui est le rapport qu'on doit avoir à la modernité. Parce qu'il y a aussi un écueil à droite conservateur qui consiste à se dire que tout ce qui est moderne est finalement à rejeter et que c'est dans le passé qu'on doit trouver un peu son idéal. Arrêtez de me regarder. Hein. Non, je ne regarde pas, c'est mon strabisme qui... Donc, non, c'est très intéressant parce que Anne Tremblay, vous pratiquez donc un art plutôt classique qui est la peinture pour aborder des thèmes nouveaux. Donc c'est aussi une manière de résoudre cette question du rapport à la modernité qui m'intéressait. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que vous avez raison. Dans ce cercle politique plutôt tourné à droite, à l'extrême droite, on a tendance à vouloir effectivement rejeter un petit peu la modernité, ce que je trouve dommage puisque en fait ça ouvre à de nouvelles perspectives. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a le côté technique dans tous les arts, quoi, la musique, la peinture, l'écriture, ce sur quoi il faut effectivement s'appuyer et se baser. Donc peut-être que c'est ça, ce retour au passé, tout en le liant à une modernité, aux phénomènes nouveaux, aux phénomènes d'actualité auxquels on fait face au quotidien, quoi. Alors, je vais rajouter une question à celle de Valentin, mais qui va dans le même sens. Il y a le rejet de la modernité par la droite, enfin une certaine droite en tout cas, et puis même le fait de ne pas reconnaître ou de ne pas accompagner certaines contre-cultures. On va revenir sur votre expression, votre présentation, une contre-culture numérique de droite. Pour nous, c'est presque antinomique. La contre-culture, c'est souvent de gauche. On voit, elle naît dans les faubourgs, elle est accompagnée, voilà, le jazz, tout ça, ce sont des mouvements qui sont plutôt appréciés par la gauche en premier. Et en effet, tout un monde, un imaginaire, une culture aussi artistique qui l'accompagne. Et là, on voit justement cette jeunesse de droite qui s'accapare, peut-être même avant celle de gauche, je ne sais pas, ces mêmes. À ce sujet, Paul Frampin, c'est plutôt une victoire de la droite, là, pour une fois, de la jeunesse de droite, que de savoir être présente sur ce terrain-là. Alors avant de répondre à cette question, je me permets juste de revenir sur le côté artistique et ce pourquoi j'étais très content de travailler avec Anne, c'est qu'on avait la même vision de l'art. Nous aimons beaucoup les œuvres classiques. Moi, je suis un amoureux des peintures de la Renaissance, de l'impressionnisme, et on voulait vraiment créer dans nos dessins, enfin dans les dessins que a pu faire Anne, ce mélange un peu avec les vieux Larousse illustrés. On avait la Grande Armée qui était présentée. Et nous le mettre de manière plus moderne, par exemple avec les Chances pour la France ou dans la définition de féminazie, faire un peu ce lien qui allait ensemble. Oui. Et pour la seconde partie de la question, c'est évidemment moi je pense une grande victoire, car on retrouve maintenant ces mots employés partout aujourd'hui, alors je dirais grâce aux anglo-saxons et maintenant grâce aux français. Et même la culture, la doxa de gauche se les approprie, est obligé de les comprendre, est obligé de les étudier pour pouvoir tenter de les parer et pour pouvoir nous dénoncer. C'est-à-dire que la red pill, par exemple, la pilule rouge, ce phénomène qu'on met en fait en comparaison avec la République et la caverne de Platon, et ben les personnes de gauche ou d'extrême gauche, eux ont entre guillemets leur propre red pill et dénoncent la nôtre. C'est-à-dire pour nous, ce qui est une ouverture au réel, de comprendre la modernité, de faire face aux excès, je dirais quasi pris à pic de ce monde. Nous, on souhaite un retour à des choses un peu plus traditionnelles, à des choses un peu plus calmes. Et le fait de leur imposer ces dessins humoristiques, ces mots sarcastiques, ces mots humoristiques est une victoire. Oui, on a imposé ses propres codes finalement. Ils vont devoir se battre sur votre terrain.
Oui. C'est ça, nous avons pris les positions hautes, contrairement à nos généraux en Indochine, et nous dominons la situation politiquement et idéologiquement. Valentin Charmeur. Oui, non, et puis l'une d'ailleurs des marques les plus éclatantes de cette victoire, c'est ce fameux conte Sardine Ruisseau qui a même fait rire jusqu'à Yann Barthès, c'est dire si ce monsieur était talentueux. Mais non, j'aimerais revenir sur quelques limites quand même, puisqu'il faut quand même aussi revenir là-dessus, sur les limites de cette contre-culture, puisque c'est aussi ce qui fait sa force, mais c'est un monde qui est extrêmement caricatural, où l'extrême gauche est dépeinte avec des cheveux de couleur pas très traditionnelle, avec 5-6 genres par individu. Et est-ce que ça peut aussi pas poser un problème pour notamment des jeunes personnes qui se retrouvent aux prises dans cet univers, de mal comprendre en fait la réalité, puisque il y a aussi des personnes enracinées, voilà, dans la ruralité, qui peuvent aussi voter à gauche. Il y a d'autres déterminants sociologiques, et on a un monde qui est quand même extrêmement caricatural et extrêmement choquant, et qui peut parfois quand même mener à des problèmes pour notamment les jeunes personnes. Paul Frampin. Alors, je vais le rappeler encore une fois, c'est aussi un peu le but de ces mots et de ces emplois, c'est parfois d'agir de manière très manichéenne, être excessif et choquant. Après, on n'ira pas non plus nier le réel, qu'on voit aujourd'hui de plus en plus de féministes aux cheveux bleus, hein, pour citer une couleur pas très traditionnelle. Et ce n'est pas, moi je ne trouve pas aujourd'hui, quand on regarde la région parisienne et Paris, quand on se balade dans certains quartiers, excessif. C'est-à-dire quand on évolue au milieu de ces gens, les avis qui sont donnés, les vêtements, les coupes de cheveux, les couleurs, on n'en est pas loin. Et le but, avec cet ouvrage, c'est certes d'offrir un point de vue qui est différent et en expliquant des mots qui sont un peu manichéens. Et c'est aussi pour ça qu'on a pris les précautions d'emploi et d'usage, en disant parfois pourquoi c'était très manichéen, ou alors en mettant volontairement énormément d'excès dans les explications et dans la définition, pour bien faire comprendre que oui, on a un archétype qu'on dépeint volontairement qui n'est pas beau et qu'on rejette, mais évidemment que les réalités sociologiques ou économiques sont différentes, et que nous avons des vieux ouvriers qui votent à gauche, qui passent maintenant de plus en plus à droite par exemple, mais qui n'ont pas du tout les cheveux bleus et qui ne sont pas du tout des échos fémino-nazis. À ce sujet, vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un homosexuel ? Alors là, c'est une communauté un peu plus particulière. En fait, les homosexuels aux États-Unis, et alors le mouvement arrive un peu tranquillement en France, sont tous ceux qui aiment les armes à feu. Et c'est vraiment un terme qui est employé là-bas pour désigner et un peu mettre à l'écart les pro-second amendement et les pro-armes. Et donc tous ceux qui se revendiquent homosexuels ou de ces mouvements un peu pro-armes sont très bien représentés par ce genre de choses. D'accord, donc c'est très intéressant parce que vous avez tout l'édifice LGBTQIP2SSAA, dites-vous, mais il y a aussi l'homosexuel, donc qui aime les armes, l'homisexuel. Enfin voilà, bon, évidemment, beaucoup de choses à présenter, mais la meilleure chose encore est de l'offrir, par exemple pour Noël, ou de le lire. Vous avez des entrées par mots, comme on les a cités tout à l'heure, des très belles illustrations. Parlez-vous le même, ce livre de la Nouvelle Librairie, une contre-culture numérique de droite. Merci beaucoup Anne Tremblay, je rappelle illustratrice donc, de ce livre, également co-auteur. Merci Paul Frampin, merci beaucoup à vous deux et merci à Valentin Charmeur. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.